Madame la ministre, dans les Alpes de Haute-Provence, les urgences de l'hôpital de Manosque sont un service public essentiel pour ce bassin de population de 120 000 habitants, le double en période estivale. Mais ce sont aussi 119 nuits de fermeture en 2022. Et quand les urgences de Manosque sont fermées, il faut aller à Pertuis, à 45 km, Sisteron, 55 km, ou Digne, 60 km. Alors ce n'est pas au médecin qui est le ministre de la Santé que je vais apprendre ce que peut coûter 1 kilomètre de plus dans les cas d'urgence vitale. À Manosque, en septembre, un infirmier et une aide-soignante m'ont raconté ce soir de fermeture des urgences où, en pause devant l'hôpital, ils ont vu arriver une voiture avec une jeune femme blessée à bord. La seule chose qu'on a pu faire, nous soignants, devant un hôpital techniquement ouvert, mais fermé au public, c'est d'appeler les pompiers pour qu'ils la prennent en charge. Un sentiment d'impuissance insupportable pour nous qui avons choisi ces métiers pour soigner et secourir, m'ont-ils dit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne va pas mieux. De janvier à mars 2023, 16 nuits de fermeture. Ce mois d'avril, 30 nuits consécutives et la mise en place d'une régulation de l'accueil des patients en journée. Le mois de mai s'annonce tout aussi dramatique. Contrairement à ce qu'a déclaré François Braun, la mise en place brutale de la loi Rist a engendré des conséquences désastreuses pour l'hôpital public, tout en épargnant, comme souvent, le secteur privé. Les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les urgentistes, les régulateurs du SAMU que j'ai rencontrés n'en peuvent plus. La carrière d'urgentiste, vous l'avez dit, n'attire plus, en particulier depuis le remplacement de la capacité d'aide médicale urgente par le desk d'urgentiste, qui enferme les médecins dans cette carrière épuisante et leur interdit toute reconversion. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Que comptez-vous faire à court terme pour assurer la réouverture des urgences de Manosque la nuit et à plus long terme pour sauver notre hôpital public ? Après tout, la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. C'est en tout cas ce que déclarait Emmanuel Macron le 12 mars 2020. Je vous remercie. La réalité dans mon département des Alpes de Haute-Provence est pleine de talents et de promesses d'avenir, mais elle a besoin de services publics. Or, la réalité, ce sont des villages qui ont perdu leur classe unique et donc leur école, ce sont des transports scolaires gérés depuis Nice, bien loin de leurs usagers, et des transports publics quasi inexistants qui renvoient les habitants à leur onéreuse dépendance à la voiture. Ce sont les urgences de Sisteron, fermées la nuit pendant 57 semaines. Et maintenant, celle de Manosque, plus de 200 nuits de fermeture en 2023, actuellement fermée la nuit, parfois même en journée, et ce, au moins jusqu'à fin février. Les services publics sont les piliers de la République et c'est encore plus vrai en ruralité. Comment attirer et garder des jeunes, des familles, des médecins, quand tout est loin ? Et ne me répondez pas Maison France Service, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y enseigne pas, on n'y soigne pas et on ne peut pas toujours y refaire ses papiers. Alors pour sortir du cercle vicieux de la désertification, il y a urgence à faire revenir partout dans nos campagnes des services publics avec des accueils physiques. Madame la ministre, je vous ai écrit le 12 février pour vous alerter sur la situation du Café Quoi, célèbre scène musicale de ma circonscription qui a dû fermer il y a 6 semaines du fait de difficultés financières insurmontables. Le 4 mars, je vous écrivais à nouveau pour vous demander de venir au secours de La Plage Sonore, autre acteur culturel essentiel sur le point de déposer le bilan. Je pourrais également vous parler des rencontres musicales de Haute-Provence, association quarantenaire qui vient de licencier son unique salarié, et de bien d'autres encore. Madame la ministre, dans les Alpes de Haute-Provence, département rural, les associations culturelles vont mal. Il y a les contreparties financières exigées des collectivités locales pour obtenir les subventions nationales ou pour les labellisations. Malgré leurs efforts conséquents, elles ne peuvent s'aligner sur leurs homologues des zones urbaines. Ces critères sont à revoir. Il y a aussi le dogme de l'appel à projet, interdisant toute projection sereine et tout développement, et les retards de versement qui fragilisent des trésoreries déjà précaires. Il faut que les subventions soient pérennes et versées en temps et en heure. Madame la ministre, je veux croire que vos propos très forts en faveur du développement de la culture en milieu rural sont l'expression d'une véritable et bienvenue volonté politique. Aidez-nous, je vous remercie. Messieurs, vous déclariez le 3 février dernier dans un communiqué commun que, je cite, « la mobilisation du gouvernement est totale pour préserver l'accès des Français aux médicaments sur l'ensemble du territoire ». Mais le 13 avril, la direction de Sanofi annonçait la suppression de 135 postes dans 2 de ses usines françaises, 70 à Aramon dans le Gard et 65 à Sisteron dans ma circonscription des Alpes de Haute-Provence, soit plus de 10% des effectifs. Sur ce même site de Sisteron, un bâtiment de production devrait être tout bonnement rasé. Ces décisions font suite aux 265 suppressions de postes sur le site de production de vaccins de Marcy-l'Étoile et s'inscrivent dans une stratégie de long terme de Sanofi, le démantèlement de sa filière de principes actifs.
Cette stratégie prévoit d'ici 2025 la vente et donc l'abandon de la production de 400 molécules jugées trop peu rentables. La rentabilité pour Sanofi, ce n'est pas l'intérêt des patients, c'est la garantie de faire plus de 30% de marge, sinon on vend. Or, ces 15 dernières années, Sanofi a touché plus d'1,5 milliard d'argent public, sous forme de CICE ou de crédit d'impôt recherche. Dans le même temps, l'entreprise supprimait pourtant 7 700 postes, dont près de 50% des postes de chercheurs, fermait 16 sites en France et versait plus de 30 milliards de dividendes à ses actionnaires. Mes questions sont donc les suivantes. Monsieur le ministre de l'Industrie, que comptez-vous faire pour empêcher Sanofi de détruire des emplois et de sacrifier sur l'autel des superprofits un outil industriel essentiel à notre pays? Monsieur le ministre de la Santé, que comptez-vous faire pour assurer la souveraineté thérapeutique française et rappeler Sanofi à ses obligations de production et de détention de stock minimum de médicaments? Enfin, messieurs les ministres, que comptez-vous faire pour contrôler l'utilisation des fonds publics par Sanofi et les autres? Et quand allez-vous vous décider à mettre en place un pôle public du médicament, seule garantie d'une production pharmaceutique efficace au service de l'intérêt général? Je vous remercie. Je souhaite vous alerter sur un autre type de tri social, un tri à bas bruit, un tri qui passe inaperçu, celui qui affecte les élèves des territoires ruraux. Dans mon département des Alpes de Haute-Provence, plus de la moitié des élèves doivent faire un choix dès l'entrée au lycée. Soit partir en internat, ce qui peut être une très bonne chose quand c'est choisi et non subi et quand il y a de la place, soit passer au moins 2 heures par jour dans les transports. Une journée de lycéen basalpin, c'est bien souvent un départ de la maison à 6h30, pour un retour à 19h, voire 19h30, et ce, sans avoir ne serait-ce que commencé le travail à la maison. Et dans mon département, où il n'y a pas d'université et qui n'offre que très peu de formation post-bac, faire des études supérieures, c'est forcément s'expatrier. Cela implique de se couper de ses attaches familiales et affectives, mais aussi et surtout, cela a un coût pour les familles, inabordable pour beaucoup. Or, toutes les études le montrent, les élèves ruraux s'autorisent des ambitions scolaires nettement inférieures à leurs homologues urbains, quelle que soit leur capacité scolaire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie ou en son absence à Madame la Première ministre. La précarité énergétique touche déjà plus de 12 millions de personnes dans notre pays, soit 1 Français sur 5, à qui vous annoncez, pour vous en féliciter, qu'ils peuvent encore subir 15% de hausse des prix pour 2023. Les TPE-PME et les collectivités territoriales, plusieurs collègues l'ont déjà évoqué et sur plusieurs bancs, sont démunis face à l'augmentation astronomique de leurs factures d'énergie alors que l'hiver n'est pas encore là et ne bénéficient pas toutes, loin de là, du bouclier tarifaire ou du tarif réglementé. Pendant ce temps, les multinationales de l'énergie se gavent et Monsieur le maire l'a dit, ne jouent pas le jeu sur les prix. Mais se chauffer n'est pas un jeu, avoir froid encore moins. Monsieur le maire doit les recevoir demain matin. Va-t-il leur imposer, comme le demande la présidente de la Commission européenne, le plafonnement de leurs revenus, c'est-à-dire le blocage des prix, ou une contribution de solidarité sur leurs bénéfices inattendus, autrement dit la taxation des superprofits? Ou se contentera-t-il, comme trop souvent, de froncer les sourcils en comptant sur leur bonne volonté? Dans ma circonscription, comme dans tous les départements ruraux, les entreprises sont surtout des TPE-PME, les communes des petites, voire toutes petites communes. Partout et pour tous, les factures explosent. Pour ne prendre qu'un exemple, le maire d'une ville d'un peu moins de 8000 habitants, la 3e du département, m'annonçait à la mi-septembre avoir chiffré le dépassement de son budget énergie à plus de 400 000 €, soit plus de 50 € par habitant. C'est intenable. Manifestement, les mesures annoncées par votre gouvernement ne suffisent pas. Des solutions existent qui exigent volonté et courage politique. Le blocage des prix d'une part et l'application du tarif réglementé partout et pour tous. Aurez-vous cette volonté et ce courage ou comptez-vous proposer aux bailleurs sociaux, aux TPE-PME, aux communes un achat massif de doudounes pour changer un peu du col roulé? Merci. La note de service du 28 février 2022 rappelle opportunément qu'apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans le programme d'EPS. Or, dans mon département des Alpes de Haute-Provence, il y a en tout et pour tout 2 piscines couvertes, autant qu'à Stanislas, pour 26 531 élèves, dont un peu plus de 8 000 à l'école élémentaire. À titre d'exemple, l'école que je dirigeais jusqu'en 2022 se trouve à 32 km d'une piscine extérieure, ouverte uniquement au mois de juin donc, et à 46 km d'une piscine couverte. Soit un temps de trajet bien supérieur au temps d'activité, ce qui est contraire aux instructions officielles, et de toute façon, on n'a pas les moyens de payer le quart 10 fois dans l'année.
Dans ces conditions, comment assurer les 3 à 4 modules d'apprentissage de 10 à 12 séances préconisés par les programmes? Il s'agit pourtant là d'une obligation pédagogique, mais aussi d'une nécessité de sécurité et, je l'ai dit, d'une priorité nationale. Ma question est donc la suivante. Plutôt que de relancer à grands coups de communication ces 30 minutes qui ne sont qu'un leurre, ne serait-il pas temps d'investir massivement pour permettre aux enseignants de respecter les programmes d'EPS? Je vous remercie.